Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. La colère est une émotion qui est riche en enseignements. Bien comprise, elle nous permet d'en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, bien plus qu'il n'y paraît. La colère est donc une émotion qui génère des actions physiques et psychologiques. Le champ des actions qu'elle suscite sont des actions qui cherchent à repousser au loin quelque chose de dangereux. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les émotions pour comprendre le cadre général. Comme toutes les émotions, la colère prend sa source au cœur du cerveau limbique, le cerveau dédié à la mémoire. Une fois stimulé, le cerveau limbique va générer des messagers qui vont circuler dans l'ensemble de notre corps pour mettre en marche la totalité de notre organisme. Ces messagers s'appellent des hormones. Dans le cas de la colère, elles sont 4. L'adrénaline, le cortisol, la testostérone et la sérotonine. L'adrénaline est considérée comme l'hormone du stress. Elle prépare notre corps à la lutte ou la fuite. En véritable armée, notre organisme se mobilise. Le cœur s'accélère, les bronches vont se dilater pour faire rentrer plus d'oxygène. La digestion inutile se bloque. Notre vision devient plus perçante, plus nette. Sous la peau, les vaisseaux sanguins se rétrécissent pour éviter une trop grosse perte de sang en cas de blessure. L'intensité de la douleur est réduite. Nous avons beaucoup moins mal en cas de choc. Le cortisol, lui, va mobiliser nos réserves en énergie, accélérant la transformation des graisses en sucre qui sont un peu le charbon de nos muscles. Il va aussi modifier le rôle de certaines cellules du sang, les affectant à la réparation des tissus plutôt qu'à la défense immunitaire. La testostérone, présente tant chez l'homme que la femme, va mobiliser aussi l'énergie via l'augmentation du nombre de certaines cellules sanguines. Elle va aussi avoir une action sur le cerveau en augmentant la motivation et en baissant l'effet de la peur. Et enfin la sérotonine, qui, en stimulant notre cerveau, va augmenter notre plaisir. Elle va aussi nous permettre d'augmenter notre capacité nociceptive, celle qui nous permet de bien percevoir la douleur. De ce fait, on a moins mal grâce à l'adrénaline, mais on est bien plus conscient qu'on a été blessé. L'ensemble de ces messagères chimiques passe par un circuit nerveux que l'on nomme le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique fait partie du SNA, du système nerveux autonome. Son nom sympathique vient du grec ancien. Il se compose de syn, avec, et pathos, passion. Le sympathique porte bien son nom, avec passion. Il va piloter, il va faire transiter bon nombre d'informations, hautes en émotions et hautes en énergie. Une partie de ces émotions, qui vont transiter par le sympathique, nous pousse à la lutte ou la fuite. La lutte et la fuite ont donc un tronc commun biologique, le système nerveux sympathique. Leur différence s'exprime plus en termes de dosage hormonal et en sensations émotionnelles. Mais à la base, toutes deux sont motivées par la présence d'un danger. Dans le cas de la colère, c'est un simple danger à repousser. Dans le cas de la peur, le danger est perçu comme plus fort que nous, donc à fuir. Observons maintenant la chaîne biologique de cause à effet. Tout commence par un stimulus. Il se passe quelque chose, une modification de l'équilibre de notre environnement, extérieur ou intérieur. Ce stimulus va être perçu par nos sens, qui vont faire remonter l'information à notre cerveau pour y être analysée. Cette analyse donnera un résultat, une émotion. Cette émotion va circuler dans notre cerveau et va enclencher la production d'hormones qui va pousser notre organisme à la réaction. Dans le cadre de la colère, la réaction est la lutte. Cette lutte est donc à la base déclenchée par la perception d'un danger, sachant que ce danger n'est pas forcément issu de notre environnement proche. Il peut avoir des origines psychologiques. Le stimulus du danger peut être extérieur, faire partie de la réalité concrète. Une agression par exemple, c'est très concrètement perçu extérieur et réel. Mais ce stimulus peut aussi aller chercher quelque chose dans notre vécu. C'est-à-dire que ce stimulus ne va pas nous mettre en danger directement, mais va venir réactiver une mémoire. Ce stimulus sera alors qu'un élément pris dans le réel que notre cerveau va interpréter en fonction de notre histoire comme un danger. Cette perception du danger sera donc issue
du passé, contrairement au danger réel de l'agression de tout à l'heure, qui elle est bien dans le présent. Puis le cerveau limbique va déclencher l'émotion de colère. Cette colère va avoir deux voies possibles. Soit elle va rester à l'intérieur, la plupart du temps c'est dû à une émotion de peur vis-à-vis de sa propre colère. Cette peur va soit nous emmener en sidération dans le système nerveux du vagal dorsal, soit, si cette peur de la colère est moins forte, dans la fuite du sympathique. Ou alors, la colère va aller vers l'extérieur via le système sympathique dans un comportement de lutte. Ce comportement de lutte a deux possibilités. Soit il est ajusté, dans ce cas l'énergie de la colère permet de retrouver très rapidement sa sécurité, soit la réponse est dysfonctionnelle, car trop ou trop peu d'énergie, ce qui génère d'autres problèmes. Soit on ne règle pas le problème du danger, soit on peut avoir des problèmes sociaux, juridiques, dus à une violence excessive. Nous allons surtout nous intéresser à la perception du danger. Les aspects de sidération étant plus abordés dans les vidéos sur le système nerveux autonome, sur le SNA. Nous allons donc développer cette notion de réel et vécu face au danger. Le réel est par essence du présent, c'est ce qui arrive ici et maintenant. Nous l'avons vu lorsque nous sommes face à un danger, s'il est bien calibré, notre système va réagir par de la colère pour le repousser. Maintenant, d'expérience, on sait très bien que l'on peut se mettre en colère à d'autres moments, en regardant la télé, au travail sur un rapport, parce qu'en retard à un rendez-vous, à la vue de la dernière tenue de notre ado, à cause des travaux dans la rue, un coup de téléphone intempestif. Bonjour, ne voulez-vous pas une isolation à 1 €? Et notre petite qui s'est fait un total look à la peinture rose. Oui, il y a de quoi se mettre en colère, n'est-ce pas? Et pourtant, aucun de ces stimulus ne me mettent réellement en danger. Pour tout dire, ces stimulus ne représentent pas un danger réel, mais plutôt un danger vécu. Le stimulus, lui, est bien réel, mais il vient toucher une mémoire, un déjà vécu qui, lui, nous a mis en danger. Le danger vécu est directement issu du passé. C'est un conditionnement qui s'est ancré en nous lors d'une blessure, d'un trauma non réglé, lors d'injustices, de trahison, une éducation reflétant une mauvaise image de soi, une impuissance, une maltraitance. Une autre façon de se le représenter pourrait se faire sous forme d'un schéma électrique, avec deux ampoules, l'une qui éclaire le présent, l'autre le passé. Si quelqu'un nous menace physiquement, le danger est dans le présent. Ici et maintenant, nous devons le repousser. Si maintenant, nous nous mettons en colère à cause d'un poulet trop cuit, personne ne peut prétendre en un danger dans cette situation. Et pourtant, puisqu'il y a de la colère, c'est qu'il y a un danger vécu. Et donc, ce danger se loge dans les recoins de notre mémoire, de notre passé. Il vient réactiver quelque chose que l'on a déjà vécu, qui à l'époque représentait un danger réel pour nous. Imaginons une maman en retard. Situation des plus communes. On connaît toutes et tous ce sentiment de retard perpétuel qui ont le don de très vite nous activer émotionnellement. Le fils de cette dame vient déguisé au lieu d'être habillé comme prévu pour sortir. Le ton monte, la mère s'impatiente, puis se met en colère. Bien évidemment, il n'y a aucun danger dans cette situation. Et pourtant, elle débouche sur de la colère. Et si on demande à cette femme pourquoi elle se met en colère, elle en attribuera la cause à son fils. Revenons au tout début de l'action, avec notre grille de lecture du réel et du vécu. Cette femme craint d'être en retard. Que se passe-t-il en elle à ce moment-là? Cette crainte a la peur comme origine. Et donc, les enjeux sont d'importance pour elle. Cela pourrait ressembler à un « si je suis en retard, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Peut-être que je suis une mauvaise personne, en tout cas quelque chose qui a ce goût de danger. Sur ces faits, l'enfant vient jouer avec sa mère. Peut-être qu'il sent la tension, et loin d'être égoïste, il sera plus dans la volonté de prendre soin, de distraire. Dès le début, le vécu de la mère et de l'enfant sont coupés l'un de l'autre. Ils ne vivent pas le réel sur le même plan. L'activation de la mère augmente. L'enfant cherche à s'adapter à elle, mais avec sa compréhension à lui. Et il voit bien que la situation n'est pas dangereuse dans le réel. L'enfant cherche à s'adapter à sa mère,
mais avec sa propre compréhension qui exclut toute notion de danger, alors qu'elle finit par percevoir son enfant comme la cause de son inconfort, alors que la cause réelle est l'angoisse d'être en retard. Elle va alors le repousser avec force. Comme elle l'identifie comme la cause de son mal-être, elle va le repousser avec la force de sa colère. Sur un plan encore plus inconscient, sur la base de notre compréhension neurobiologique, que se passe-t-il? Dès l'activation d'agacement, le système nerveux perçoit un danger. Il le signale. Cela informe la pensée consciente que je risque de vivre un moment dangereux. Et en présence de la colère de la mère, que se passe-t-il chez l'enfant, qui lui à aucun moment n'a voulu provoquer ce rejet? Il va peut-être ressentir de la dévalorisation, il va se sentir nul. Il peut aller jusqu'à penser que dans ce cadre-là, sa mère ne l'aime plus, alors que lui à la base ne veut que la faire rire ou la distraire. En tout cas, il ne peut pas comprendre que la colère de sa mère n'a rien à voir avec lui. Lui, il vit cette situation comme un danger présent et réel. Cet exemple peut se décliner en une infinité de situations, mais à chaque fois le danger ne sera pas dans le réel, mais sera du vécu, issu d'un conditionnement passé. L'enfant, lui, est dans le présent, sa mémoire commence à engranger les expériences, il n'a pas assez de vécu pour vivre ailleurs que dans le présent. Lorsque la mère est activée, elle quitte le présent pour aller dans ses expériences passées. Entre les deux, il n'y a pas de rencontre. Certes, ils sont en présence physique, mais dans un espace temporel différent. Comme s'ils étaient chacun dans une bulle, empêchant ainsi la rencontre dans le ici et maintenant. Une des pistes pour rester dans le ici et maintenant, c'est l'observation de ce qui se passe en soi. Cette posture consiste à observer dès le début l'inquiétude naissante. L'inquiétude, elle, est dans le passé, mais l'observateur, lui, est bel et bien dans le présent. L'activation émotionnelle, la peur qui grandit à l'idée d'être en retard, va donc être observée. Le ressenti de danger, lui, va être une mémoire traumatique, qui peut être aussi observée. Dans les premières sensations de peur, il faut interroger la peur. De quoi j'ai peur vraiment? La première réponse sera le retard, bien évidemment. Puis derrière, d'être déjugé par exemple. Puis à force de rechercher le danger, au plus profond, il peut y avoir la peur d'être rejeté, d'être puni, d'être battu. Cette peur, elle, est le vrai danger. Une fois trouvée cette peur ultime, je peux observer si elle appartient au présent, au futur ou au passé. J'interroge alors cette peur. Au présent, est-ce qu'ici et maintenant, je suis battu ou abandonné? Oui, non. Au futur, si j'arrive en retard, vais-je être battu ou abandonné? Oui, non. Au passé, est-ce que dans mon histoire, j'ai été battu ou est-ce que j'ai senti qu'on m'abandonnait parce qu'en retard? Oui, non. Lorsque je trouve un oui à l'origine de ma peur profonde, je vois quelle action immédiate je peux poser pour écarter le vrai danger. Dans le présent, je peux changer mes stratégies et passer de la lutte à la fuite, par exemple. Dans le futur, j'anticipe en prévenant de mon retard. Dans le passé, je dois guérir une mémoire traumatique. Et si je ne trouve pas la bonne action à poser, c'est le signe que je dois me faire aider par un proche ou un professionnel de la psychologie. Dans l'interaction avec l'enfant, c'est pareil. On peut observer ce qui se passe et lui refléter. Je te vois dans ton intention, à jouer, à me distraire, je vois ce que tu fais. Vérifier avec lui quelle est son intention. Tu veux me faire rire, me détendre et éventuellement l'en remercier. Puis, maintenant, est-ce que c'est OK pour toi de te dépêcher? J'ai peur d'arriver en retard. En conclusion, quelqu'un qui se met en colère est en danger, au niveau le plus intime de sa neurobiologie. Il vit un vrai danger. Mais la plupart du temps, bien que légitime, ce danger n'est pas réel, mais appartient à l'histoire, au passé de la personne qui se met en colère. Je vous remercie. À bientôt.